Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans EcoVerte, votre émission dédiée à l'économie de demain, une économie respectueuse de l'environnement, inclusive et tournée vers un avenir durable pour notre pays, le Sénégal et pour toute l'Afrique. À travers cette plateforme, nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour explorer ensemble les enjeux, les initiatives, les solutions qui permettent de concilier développement économique et préservation de notre planète. Pour ce tout premier numéro, nous avons choisi une question essentielle, presque fondatrice. C'est quoi l'économie verte? Pourquoi est-elle aujourd'hui incontournable dans les politiques publiques? Quel est son rôle dans la lutte contre le changement climatique, la création d'emplois verts ou encore la transformation de nos territoires? Pour en parler avec nous, notre invité d'exception, Dr Amadou Lamine Diagne, directeur de la plateforme nationale sur l'économie verte au Sénégal, un expert engagé au cœur de l'action que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure. Mais avant cela, place à un petit entretien avec Ousmane Kidé, un entrepreneur qui évolue dans le recyclage du plastique. Je dirais que Recuplast est un concept lancé par l'entreprise Proplast. L'entreprise a été créée en 2010. D'ailleurs, nous fêtons cette année-ci nos 15 ans d'existence. Et Recuplast a été créé en 2015. Proplast Industries est une entreprise qui s'active dans le recyclage des déchets plastiques. Et avant, c'était une entreprise qui certes transformait les déchets plastiques, mais en granulés ou bien en broyat que nous commercialisions dans les industries sénégalaises qui fabriquent le plastique. Mais depuis quelque temps, nous avons lancé la menuiserie plastique et c'est la raison pour laquelle les meubles que vous voyez là sont tous faits de plastique recyclé et c'est nous qui fabriquons ça à travers Recuplast, bien sûr. Le recyclage, parce que c'est quand même un secteur qui touche à l'environnement. Et nous avons un directeur général qui est assez sensible à l'environnement. Et c'est quelque chose qui a toujours été dans ses centres d'intérêt. Et Recuplast, on peut dire que c'est l'initiative d'abord de 14 femmes qui était vraiment une coopérative de femmes qui travaillaient dans le ramassage des ordures. Et c'est en 2010 qu'avec l'appui du cabinet Esper et de l'ONG italien LVIA, que Makumba Diagne, le directeur général actuel, est venu rejoindre ces 14 femmes-là pour faire de cette coopérative une entreprise. Non, nous avons même rejoint ces femmes-là. Voilà, c'est ça. Nous prenons les plastiques quand même les plus durs. Voilà, actuellement, c'est beaucoup plus ces plastiques que nous prenons. Par contre, il nous arrive de prendre aussi les autres types de plastiques, histoire de recycler, histoire de transformer ça pour ne pas que ça se perde dans la nature. Voilà, pour ne pas que ça finisse vraiment dans la nature. Mais quand même, c'est le plastique dur que nous favorisons actuellement. Nous fabriquons des meubles. Nous avons l'habitude de dire que tout type de meubles que l'on peut faire avec le bois, nous le faisons avec le plastique recyclé. Nous faisons des chaises, des tables, des bancs et aussi des gadgets comme les supports de téléphone, les supports d'ordinateur, les porte-clés. Voilà, c'est quand même une panoplie de choses que nous pouvons faire avec le plastique recyclé. Alors, retour sur le plateau avec notre invité, Dr Amadou Lamine Diagne. Vous coordonnez les actions de la plateforme sur l'économie verte au Sénégal. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Pi-Business Info. Bonjour Madame Dia. Alors nous venons de suivre ce mini-entretien avec Ousmane Kidé qui est responsable de l'éco-boutique de l'entreprise Proplast qui fait dans le recyclage. Que vous inspire une telle activité? D'abord la responsabilité de ce que nous faisons, ce qu'on appelle éco-responsabilité.
Voilà, derrière ce qu'ils font, il y a une grosse problématique de la pollution plastique à travers le monde. Aujourd'hui, l'environnement, aussi bien continental que marin, est menacé par les déchets plastiques. Nous consommons des emballages, des produits plastiques que nous fabriquons en quelques secondes, que nous utilisons en quelques minutes et que nous n'arrivons pas à supprimer, à éliminer comme déchets pendant des années. Vous voyez un tout petit peu toute cette problématique. Et avoir aujourd'hui cette initiative, c'est-à-dire de transformer un problème en une opportunité, en fait, c'est ça. Ils prennent des déchets qui gênent, qui envahissent l'environnement, ils recyclent cela, ils transforment ça en meubles, ce qu'on appelle le rotomoulage. Donc c'est ce qu'il faut faire dans beaucoup de secteurs de l'environnement, c'est-à-dire transformer une difficulté en une opportunité environnementale, économique et sociale. Je connais bien Recuplast parce qu'effectivement, ils ont bénéficié de notre appui et de nos financements. Donc, nous avons contribué à la mise en place de ces Recuplast. Ah, d'accord. Tout à fait. D'accord. Donc, on constate aussi qu'ils produisent des meubles en remplacement du bois, ce qui peut participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, entre guillemets, j'ai passé une commande à Makumba il n'y a pas longtemps pour une école. Effectivement, nous n'avons pas suffisamment de bois, donc couper du bois pour faire des tables bancs alors qu'il est possible d'en faire avec du plastique recyclé. Écoute, pourquoi pas. Donc, je fais partie de ceux qui conseillent effectivement que l'on puisse utiliser ces produits recyclés. Mais aussi demander à Recuplast de surtout veiller à la qualité de ce qui va être produit. Parce qu'un plastique recyclé une fois, deux fois, trois fois, souvent perd un peu de son élasticité, de sa rigidité. Donc il faut que la qualité soit là. Et progressivement, nous allons remplacer certainement les tables bancs en bois et tout ça, épargner nos forêts et donc surtout récupérer. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'au Sénégal, malheureusement, il n'y a que 10% du plastique jeté qui est recyclé. Alors, ne me demandez pas où sont les 90%. Donc, c'est une activité à promouvoir et que nous avons beaucoup effectivement réussi dans le cadre des Green Jobs, des projets que nous avons lancés, parce qu'il y a pas mal de petites industries qui ont fait, qui se sont jetées dans le recyclage du plastique et qui existent aujourd'hui et qui sont nos champions. D'accord, très bien. Alors, selon vous, c'est quoi concrètement l'économie verte? Oh, voilà, un nouveau concept, certains nous diront encore. Oui. Alors, ce concept, il est fondamentalement lié à un autre. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'économie verte sans parler de développement durable. C'est-à-dire, avant 72, le monde se réunissait pour parler de développement, mais sans convoquer l'environnement. 72, parce qu'il y a eu un sommet qu'on appelle le sommet de Stockholm. C'est le premier sommet sur le développement où on a parlé de développement et d'environnement. Et depuis Stockholm, tous les 10 ans, la communauté internationale s'est réunie pour parler effectivement de développement durable. Alors, elle s'est réunie en 92 à Rio, le sommet de Rio, tout le monde en parle. C'était un grand sommet qui a débouché sur ce qu'on appelle l'agenda 21, c'est-à-dire un agenda pour le développement du 21e siècle. Je fais quelques sauts, nous sommes en 92, et puis en 2012, on se retrouve à nouveau à Rio. C'est pour ça que les gens parlent de Rio plus 20. Et c'est lors de ce sommet, effectivement, constatant les progrès relativement faibles en matière de développement durable, que les techniciens, les politiques ont dit, écoutez, il faut s'appuyer sur l'économie verte. L'économie verte sera un levier important pour atteindre les objectifs de développement durable. On ne va pas définir le concept, on va plutôt le caractériser. C'est une économie sobre en carbone, économe en ressources naturelles et à fort impact social. D'accord, très bien. Vous avez parlé tout à l'heure du développement durable qui est au cœur des ambitions de nouvelles autorités à travers la vision Sénégal 2050. Effectivement. Alors, quelles sont les politiques qui sont mises en œuvre justement
pour régler les crises environnementales au Sénégal et même peut-être dans la sous-région africaine? Alors, vous allez peut-être me permettre de faire une toute petite digression. Oui. Pour vous dire ce qu'on a commencé à faire depuis Rio, parce que Rio, c'était quand même en 2012. Oui. D'accord. Alors, en 2014, nous avons adhéré à une organisation qui s'appelle le Partnership for Action on Green Economy. On dit PAGE. Alors, c'est un groupe de 5 agences du système des Nations Unies, que je vous conseille vivement d'ailleurs d'aller voir. C'est le PNUD, le PNUE, l'ONUDI, le BIT et l'UNITAR. Donc, un groupe chargé d'accompagner les pays qui veulent faire de l'économie verte. Ils nous ont fait beaucoup de bien. Ils sont restés au Sénégal pendant 8 ans. Ils sont partis. Et là, ils sont en train de revenir pour qu'on puisse consolider les acquis. D'accord. Dans un style télégraphique, nous avons commencé par élaborer des documents d'information parce que le concept étant nouveau, il fallait informer les institutions, l'Assemblée, le Conseil économique, etc. Mais bon, c'est vrai que les gens ont besoin de quelque chose de concret parce qu'ils vont vous dire, écoute, mettez-nous du concret sur la table. L'une des premières choses qu'on a faites, c'est d'élaborer ce qu'on appelle le rêve. C'est un rapport exploratoire sur l'économie verte. Je vous ai d'ailleurs amené un exemplaire, je vous remettrai après. D'accord. C'est de comparer et de dire aux gens pourquoi devons-nous laisser l'économie brune à côté et faire maintenant de l'économie verte. Parce qu'il faut mettre des arguments sur la table. Et là-dessus, nous avons très rapidement fait une petite étude en utilisant ce qu'on appelle un modèle d'analyse macroéconomique T21 qui nous permet de comparer une façon de faire alpha et une façon de faire alpha reverdi. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi? On choisit 5 secteurs, l'agriculture, la pêche, la foresterie, l'énergie et les déchets. Alors, un exemple concret, vous prenez par exemple l'énergie. Vous faites un projet en utilisant l'énergie classique. On reverdit en faisant le même projet en utilisant de l'énergie renouvelable. Vous prenez les déchets, on fait un projet en faisant évacuer les déchets comme ça se fait actuellement. C'est-à-dire une poubelle à la maison où on met tout dedans, un camion qui passe, on jette tout et puis ça termine à Bobos, etc. Ou alors un truc repensé vers où le tri sélectif se fait à la maison, d'accord, les bouteilles ici, les pots ici, la matière organique là, on passe par un centre de tri, on récupère ce qu'on peut récupérer, etc. etc. Voilà ce qu'on a fait et on a comparé. Qu'est-ce que ça donne en termes de croissance? Qu'est-ce que ça donne en termes de création d'emplois? Ce que ça donne en termes de bien pour l'environnement. Alors, sur une échelle de 10 ans, on a facilement vu que chaque année, le verdissement, donc la politique verte, donne des croissances de plus 0,4 à 0,5 de plus. Sur 10 ans, ça fait 0,5 de plus de croissance. Ça crée plus de 20 000 emplois, les verts. Pour la protection de l'environnement, n'en parlons pas. Donc, vous voyez que cet élément était essentiel pour convaincre les plus récalcitrants. Je verse maintenant dans le secteur de l'emploi, les Green Jobs. On a eu à créer, à dérouler 2 projets. Le PPV, qui est le projet de promotion des emplois verts, plusieurs filières, dont la plasturgie, les déchets électroniques, l'agroforesterie, etc. Beaucoup. On en a 50 projets à peu près dans tout le Sénégal pour créer à peu près plus de 500 emplois directs et indirects. Voilà. Donc ça a été une étape importante. Après le PASSEF aussi dans ce même domaine. Après on a touché d'autres domaines. L'industrie verte, ok. Voilà, etc., etc. On touche par-ci, on touche par-là. Pour dire que depuis, on a quand même fait du chemin. D'accord. Voilà, on a fait du chemin. Et aujourd'hui, les gens redemandent. Les gens redemandent, pourquoi devons-nous faire du vert? Parce que madame, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous vivons dans un monde endetté. Est-ce que vous le savez? C'est-à-dire aujourd'hui, ce que nous consommons à partir de nos ressources, c'est de l'endettement. C'est comme quand vous avez épuisé votre salaire et qu'avant la fin du mois,
Vous allez vous endetter chez les commerçants qui sont autour parce que ce que vous avez ne vous suffit pas. Oui. Aujourd'hui, les richesses naturelles dans le monde, quand vous faites sur une année, nous consommons plus que ce que nous devons consommer en une année. Alors, quand vous vivez dans un monde comme ça, alerte, il faut procéder autrement. Et c'est ça que l'économie verte dit, en fait. Il faut faire très attention, c'est-à-dire il faut éviter de polluer. Une économie sobre en carbone, c'est une économie qui ne pollue pas. Il faut éviter de détruire. Une économie qui est économe en ressources, c'est-à-dire il faut efficace et efficience dans les ressources naturelles que nous utilisons. Utilisons juste ce qu'il faut. Réfléchissons, au lieu d'aller couper notre bois pour aller faire des tables, bon, mais utilisons des produits recyclés. Et in fine, profitons effectivement des ressources naturelles pour régler des questions sociales. D'accord. Et maintenant, quels sont les défis justement de la promotion de cette économie verte dans un Sénégal un Sénégal qui doit s'industrialiser, se développer avec surtout... Et je reviens d'ailleurs sur votre question, la vision 2050. Voilà. Vision 2050, avec un programme décennal et surtout un programme quinquennal, la stratégie nationale de développement. L'objectif global dit qu'il faut promouvoir un développement endogène et durable et qui s'appuie sur des territoires viables, réplicables, etc. Alors, madame, il y a longtemps, les économistes, enfin les écologistes ont dit que le Sénégal peut être découpé en 7 ou 8 zones écogéographiques. Sénégal. 8 zones écogéographiques. Et quand vous regardez les pôles territoires, qui sont aujourd'hui la base, effectivement, de cette vision 2050, c'est-à-dire la vision 2050 va se faire à partir de 8 pôles territoires. Je me suis amusé à superposer les pôles territoires avec les zones écogéographiques. Vous vous rendez compte que ça correspond. Cela veut dire quoi? La nature, les ressources naturelles, notre richesse, je l'ai vu dans ton truc, c'est-à-dire la qualité de nos eaux, la qualité des sols, la qualité des terres, la qualité de la végétation, sera un élément déterminant dans le développement que nous aurons plus tard. D'accord. OK. D'accord. Il faudra aussi veiller, parce que ce n'est pas juste que ça existe, il faut veiller à l'usage. Il faut que ça soit utilisé de manière durable et responsable pour que les générations d'aujourd'hui puissent en profiter et que les générations d'après-demain aussi puissent également en profiter. Vous voyez un tout petit peu. Oui. Donc, vous voyez que l'économie verte est au cœur, c'est-à-dire depuis le départ jusqu'à la finalité. Donc, on est au cœur de la transformation systémique. D'accord. Alors, on constate que malgré plusieurs politiques environnementales qui sont mises en œuvre, on voit que les problèmes environnementaux persistent, à l'image de l'érosion côtière, la dégradation des écosystèmes. J'aimerais savoir qu'est-ce qui ne marche pas ou bien qu'est-ce qui bloque? En fait, c'est l'envergure des problèmes en réalité. Vous savez, le problème que vous avez créé, il est possible même que vous ayez les éléments de solution. Mais quand le feu vient de chez le voisin ou de l'après-voisin, ben c'est ça le problème. Prenez le changement climatique. Toute l'Afrique réunie émet moins de 5% de gaz à effet de serre. Tout le reste nous vient de l'autre côté. Parce que le changement climatique, fondamentalement, il est lié à la révolution industrielle. Les gens ont surproduit, ils ont inondé l'atmosphère de fumée, ils ont produit des produits de consommation qu'ils utilisent eux, ils sont développés. Et puis l'atmosphère, l'environnement étant global, c'est-à-dire la destruction faite de l'autre côté, mais vient nous rejoindre en réalité. Vous voyez un tout petit peu. Donc nous, ce qui nous arrive, on ne le sait même pas. C'est-à-dire le niveau des mers qui... Nous avons 700 km de côte, madame. De Saint-Louis à Kafountine. Vous imaginez, la protection côtière coûte tellement cher. Je me souviens, quelques années, quand on protégeait la résidence de Popenguine, nous avons fait un mur qui allait jusqu'à la Roche-Mère, mais ce mur, c'est 1 million le mètre.
Mais c'est 1 million de mètres. Vous vous imaginez une côte comme ça, ou à Saint-Louis, à Bargny, à Rufisque, partout, c'est difficile. Or, nous avons d'autres priorités. Alors, ce sont des problèmes énormes comme ça, pour lesquels seul le Sénégal, tout seul, d'abord, nous n'en sommes pas responsables. En plus, nous avons plusieurs priorités. C'est vraiment un luxe que de mettre autant d'argent là-bas. Donc, nous demandons une justice climatique, c'est-à-dire que ceux qui ont pollué, ceux qui ont eu le monde dans cet état, puissent également contribuer à la réparation. Et pour ça, nous nous activons. Cela dit, il ne faut pas aggraver le phénomène. L'extraction de sable marin n'est pas normale. Quand vous avez une côte aussi fragile, où la mer rentre, vous facilitez, vous créez des couloirs pour que la mer... Il faut que les gens arrêtent vraiment de détruire le milieu marin et de lui permettre de se reconstituer. La bande de filao doit être protégée, etc., etc. Sinon, le mal sera extrêmement difficile à arranger. Je n'en veux pour preuve que la VDN 3. À chaque fois que je passe là-bas, je me dis que moi, j'ai pitié de ceux qui vont venir habiter ici. C'est-à-dire habiter en face de la mer comme ça, avec l'embrun marin qui est là-bas, mais c'est la catastrophe. Voilà. Donc, si je comprends bien, le problème se trouve surtout dans le comportement des populations. C'est d'abord, en tout cas pour ce qui nous concerne, comme nous avons très peu de moyens, nous avons intérêt à éduquer, à sensibiliser et surtout à veiller sur les comportements. Parce que tout est dans le comportement. Effectivement. Cette question d'insalubrité dont on parle, c'est juste une question de comportement. Franchement, vous mangez, vous êtes dans une voiture, vous mangez quelque chose, mais prenez un pâté sachet et mettez ça dedans. Arrivez chez vous, mettez ça dans la poubelle. Est-ce que vous avez besoin de manger tout en jetant dans la rue? Il y a des comportements qu'on ne comprend pas. Donc, je crois qu'il y a l'éco-citoyenneté, on ne cesse pas d'en parler, où vous construisez votre petit commerce et puis devant chez vous, il y a un arbre et hop, vous l'abattez. C'est pas comme ça qu'on va gérer notre environnement. Donc, il faut que les gens soient beaucoup plus éco-citoyens. C'est dans le comportement que nous pouvons déjà rectifier certaines choses. Et maintenant, si cela dépasse le comportement, nous allons essayer de mobiliser des ressources internes, mais également solliciter effectivement les ressources internationales qui sont mises à disposition. D'accord. Et est-ce que la plateforme nationale sur l'économie verte joue un rôle dans cette sensibilisation? Et voilà, d'une manière générale, quel est son rôle, la plateforme? Alors, lorsque nous étions vraiment en pleine activité, nous organisions tous les 2 ans les journées de l'économie verte. Et nous invitions tous les acteurs pour échanger entre nous, parce que ça aussi c'est important. Et nous nous sommes tout de suite rendus compte que même 2 jours de discussion, ça ne suffisait pas. Et en fait, tous les 2 ans. Et c'est sur ça qu'en 2018, on a décidé de mettre en place une plateforme nationale. Donc, l'acte a été signé peut-être 2 ans après, mais la plateforme est surtout un cadre d'échange et de dialogue. Que toutes les initiatives, que toutes les politiques, que tous les documents que nous avons produits soient partagés. Qu'aujourd'hui, vous, Madame Dia, quand vous avez une idée, quand vous avez un besoin, quelque chose sur l'économie verte, que vous puissiez interroger la plateforme et avoir en retour, je dis, une réponse pour savoir concrètement où est-ce qu'on doit aller. Effectivement. Ça, je crois que c'était une demande, mais il y a pas mal de choses, parce que la plateforme a un plan d'action d'une 40aine d'activités, certaines sur la gouvernance, certaines sur les initiatives qu'il faut appuyer, certaines sur les études qu'il faut faire, etc. Beaucoup sur la communication, l'information et surtout le site web. Et là-dessus, je vais peut-être faire un clin d'œil à la vice-présidence, parce que nous, au nom du Centre de suivi écologique, nous assurons la présidence de la plateforme nationale, mais notre vice-présidente, c'est la Sonatel. D'accord. Vous voyez un peu. Donc, faire un clin d'œil à la responsable là-bas, parce que nous avons vraiment besoin que cette plateforme, cette page web, soit fonctionnelle. Nous avons fait un atelier de design thinking. Nous avons un peu tout ce qu'il faut être, tout ce qui peut être dedans. Et aujourd'hui, nous ne demandons qu'à aller de l'avant pour que les gens ne soient pas obligés de se déplacer ou d'appeler pour nous voir et qu'ils puissent avoir tout ce que nous avons, tout l'arsenal, en tout cas sur une page web. Il y a quelques mois, j'ai eu
une conférence en ligne avec le Maroc qui est en train de nous talonner. Et si on ne fait pas attention, ils auront tout ça et nous, on sera là un peu à gérer sur notre sort. Et qu'est-ce que vous faites, la plateforme, hein, qu'est-ce que vous faites dans la promotion de l'emploi vert? Alors, ça a été, à un moment donné, notre chouchou. Alors, pour la simple et bonne raison que, ça, il faut être aussi en phase avec les priorités politiques. Parce que vous ne pouvez pas avoir des choses comme ça et puis faire des trucs de loisirs et tout ça. Alors, nous, quand on mettait en place, quand on travaille dans l'économie verte, la question de l'emploi était posée par le gouvernement sur la table. Et nous nous sommes dit que le secteur de l'environnement, qui, quoi qu'on puisse dire, n'était pas vu comme un secteur pourvoyeur d'emploi. Mais il faut participer pour vraiment faire sa part. Okay. Et nous avons mis sur la table le concept d'emploi vert. D'accord. Alors, nous avons fait des choses, mais bon, j'avoue que nous aurions pu faire mieux. Nous avons eu un premier projet, je vous l'ai dit, où nous avons 500 emplois directs ou indirects. Après, l'administratrice du PNUD est venue, elle a été séduite par le projet et nous avons lancé un autre qu'on appelle le PASSER, Programme d'appui à la création d'opportunités d'emploi vert. Et aujourd'hui, ça se fait, en fait, et là aussi on a des emplois. On a aussi une satisfaction parce que nous avons élaboré une stratégie nationale de promotion des emplois verts qui, en 2019, a été primée comme l'une des meilleures stratégies d'autopromotion des jeunes au monde. Nous étions 7 pays à être primés. Il y a des choses qui sont faites, mais je vous avoue que nous sommes très loin de ce qu'il faut faire dans ce domaine. C'est-à-dire, avec les emplois verts, il est possible de créer beaucoup d'opportunités d'emploi pour les jeunes, auto-emploi, mais malheureusement, la machine traîne encore un tout petit peu. Il faut peut-être, je veux dire, la remettre sur les rails. D'accord. Et comme nous partageons beaucoup de patrimoine naturel à l'image du fleuve Sénégal avec plusieurs pays africains, est-ce que vous travaillez avec... Et ça, c'était vraiment le souhait de la délégation sénégalaise. Lorsqu'on s'était retrouvé à Turin, parce que PEJ regroupe tous les pays PEJ annuellement à Turin, et nous avons dit, malheureusement, si vous nous envisagez, nous avons dit ça à nos partenaires, comme ça, individuellement, pays pris individuellement, ça ne va pas aller. Je pense qu'il faut qu'on ait des dynamiques régionales. Parce que nous avons en partage les mêmes problématiques environnementales. Comme vous l'avez dit, nous avons le fleuve Sénégal en partage, le Tifa, qui est une plante aujourd'hui qui menace les plans d'eau, va se retrouver aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal. J'ai eu la chance de diriger un projet de focardage du Tifa, mais quand on focarde la partie sénégalaise, en laissant la partie mauritanienne, au bout de 3 semaines, le truc revient. Donc, pour vous dire que vous avez raison. Et nous avons dit à nos partenaires, nous souhaitons vraiment avoir une dynamique sous-régionale. C'est-à-dire que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali et tout ça soient ensemble, réfléchissent ensemble, essaient de régler les problèmes transfrontaliers environnementaux, mais également partagent leur expérience en matière de création d'emplois, etc. Donc, moi, je suis en train de prêcher dans ce sens. PEJ est en train de devenir, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et moi, j'ai vraiment envie de travailler avec les pays de la sous-région. C'est une bonne chose, oui. Et est-ce que vous travaillez aussi également avec d'autres ministères tels que... c'est transversal, c'est tout le monde, oui. Alors, le l'agriculture. ministère de l'Emploi est en train de nous vouloir arracher le concept d'emploi vert. Le ministère de l'Industrie est en train de développer le concept d'industrie verte, etc. Le ministère de l'Énergie, n'en parlons pas, tous les projets. Donc, ça veut dire que c'est une question transversale. Mais bon, il faut tout de même éviter de se coucher sur tout. Et un peu. On aimait les idées, on aimait les concepts, mais on laisse aussi les autres faire ce qu'elles savent mieux faire que nous. Dans leur domaine, effectivement. Voilà. Et quels sont maintenant les défis majeurs à surmonter? Écoutez, c'est de manière globale les défis environnementaux. Mais en fait, vous savez, nous voulons changer un peu le paradigme. Les gens se lassent un tout petit peu qu'on leur dise tout le temps, il faut ceci, il faut cela. Vous voyez, même dans la maison, les enfants, si tous les jours, il ne faut pas faire ceci, il faut faire ça. Au bout de 3 mois, tu es là à dire il faut, mais ils passent et ils s'en vont. J'ai l'impression que les citoyens du monde, je ne parle pas du Sénégal, se lassent un tout petit peu. On leur dit tous les jours il faut. Nous voulons associer tout ce qui est préservation de l'environnement avec, je veux dire,
gain pour l'individu. D'accord. C'est-à-dire que les gens puissent gagner leur vie tout en travaillant à préserver l'environnement. Et je pense que le meilleur exemple, c'est ce que tu m'as donné tout de suite sur la plasturgie. C'est des déchets. Ils enlèvent les déchets, ils nous permettent donc de débarrasser l'environnement de quelque chose d'usine, mais en même temps, ils sont en train de créer des emplois, ils créent de la richesse, ils créent du bonheur. Oui. C'est ce paradigme-là que nous voulons mettre en place. Que les gens aient un intérêt à travailler pour la préservation de l'environnement. Parce que le discours tout seul là, ça ne va pas suffire. ça ne tient plus. Ça, c'est vrai. Alors, l'émission tire à sa fin. Docteur Diagne, quel message pouvez-vous lancer aux populations, justement, afin de les inciter à l'action? Écoutez, bon, je pense que l'environnement, c'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, les naturalistes disent que l'environnement, la nature détermine l'individu. Oui. C'est-à-dire vivre dans un environnement sain, c'est déjà vivre. C'est-à-dire avoir une bonne santé. Il faut que les gens donnent à l'environnement toute son importance. Même s'ils n'ont pas cette sensibilité, qu'ils essaient un peu de travailler dans le secteur de l'environnement aussi. D'accord. Parce que cette durabilité dont on parle, c'est-à-dire faire aujourd'hui, faire demain et faire après-demain. Moi, je trouve que le concept de développement durable est l'un des concepts les plus généreux que je n'ai jamais rencontré. C'est-à-dire songer à soi, mais songer également aux générations futures. Oui. Or, si nous continuons à faire comme nous faisons, dans cette gabégie, dans je fais ce que je veux, dans je le fais comme je veux, je n'ai de compte à rendre à personne, écoutez, comme disait Wole Soyinka, notre monde ira se fracasser sur les rochers du néant. Et aucun autre monde ne nous donnera asile. Ah oui, ça c'est clair. Voilà. Alors, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis pour ce premier épisode Découverte. Merci infiniment à notre invité, Dr Amadou Lamine Diagne, pour ses éclairages. Nous retenons aujourd'hui que l'économie verte n'est pas une option, mais une nécessité pour bâtir un Sénégal plus résilient, plus juste, plus prospère. Elle implique des choix courageux, des politiques structurantes et surtout une mobilisation collective. Et comme l'a si bien dit notre invité, chacun à son niveau peut devenir un acteur du changement, en innovant ou même en changeant d'habitude. Voilà. Rejoignez cette dynamique, car l'économie verte, c'est aussi une économie citoyenne. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro Découverte. D'ici là, continuez de penser vert, d'agir vert pour un Sénégal plus vert. À très vite. Merci beaucoup.